Merci beaucoup. Ça fait du bien de se revoir physiquement pour cette rentrée de la e-santé et d'avoir une audience en réel. Et puis bien sûr, vous qui êtes connectés. Donc ce matin, on m'a confié, et merci au Hub Institute, de me faire l'honneur de faire cette opening keynote, la dure mission de traiter la question comment pérenniser les nouveaux usages en santé numérique pour en faire une nouvelle réalité. Je vous avoue que j'étais un petit peu dubitatif. Certains diraient, après 10 ans de partage sur la e-santé, je suis parfois un peu pessimiste, mais je trouve qu'on prend un petit peu de temps sur cette santé numérique pour la faire démarrer. Et finalement, je crois qu'on va tous être d'accord aujourd'hui, et c'est le constat que je vais partager avec vous, sur l'accélération de la santé numérique sur de nombreux aspects. Mais finalement, si on accélère beaucoup, comment est-ce qu'on s'assure de ne pas se prendre le mur des usages? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est au pied du mur des usages, puisqu'on a tout mis en place pour faire en sorte que la santé numérique passe dans cette réalité dont on parlait. Mais aujourd'hui, on voit bien que dans la pratique, que ce soit côté patient ou côté soignant, professionnel de santé, ce n'est pas encore très développé. Alors la première question que je me suis posée, c'est quoi les nouveaux usages dont on parle? C'est clair que je vais aborder la télésanté tout à l'heure. Tous les rapports montrent que la télésanté, à l'occasion de cette crise sanitaire, a augmenté fortement. C'est x40, par exemple, aux États-Unis. Je donnerai quelques chiffres pour la France tout à l'heure. Au niveau des applications mobiles, on sait qu'il y a eu énormément de téléchargements l'année dernière. C'était plus 34% selon les rapports, soit d'IQVIA, soit d'Apani, sur les applications de santé bien-être. Alors, on ne va pas se mentir, c'est surtout des applications qui consistent à faire du sport à la maison ou faire de la méditation. On n'est pas encore sur des applications réellement santé médicale, mais il y a 90 000 applications, entre 70 000 et 90 000 applications selon les rapports qui ont été lancées en 2020 dans les stores pour tout ce qui est catégorie santé et bien-être. Et puis, on voit d'autres usages. Par exemple, en France, on a eu santé.fr qui a été boosté par le Covid avec justement la géolocalisation des tests, la géolocalisation de la vaccination et atteint aujourd'hui des niveaux d'utilisation encore loin peut-être d'un Doctissimo ou d'autres sites d'information santé, mais qui prend sa place de service public d'information santé. Et là aussi, ça peut être considéré comme un nouvel usage. Et puis, quelques autres, mais pour l'instant, en termes d'usage pratico-pratique pour les patients ou pour les soignants, il y en a très peu. Alors, c'est vrai que la télésanté est un petit peu le fer de lance. C'est la partie la plus ancienne de la e-santé. Ça existe depuis que le téléphone existe. Et c'est clair que depuis la loi HPST en 2008 et ses premiers décrets en 2009, on sait bien que c'était ce qu'on attendait en termes de développement. Il y a eu les remboursements fin 2018, en septembre 2018. Et puis finalement, quand on regarde sur 2019, on avait 70 000 téléconsultations qui ont été remboursées. Quand on regarde 2020, on en a eu 19 millions. C'est clair que la téléconsultation, dans la pratique médicale, elle est au plus haut du premier confinement. Elle a été quasiment à 30% des consultations qui étaient faites en téléconsultation, sur un volume qui était globalement baissé. Mais si vous regardez les chiffres aujourd'hui, on est repassé à 4%. 4% chez les généralistes. Il y a quelques spécialistes comme les pédiatres, les endocrinos, où ça s'est bien développé. Et puis, il y a quand même une spécialité sur laquelle ça s'est très fortement développé, que ce soit aux États-Unis, c'est 50%, ou en France, c'est les psychiatres. C'est vrai que sur la prise en charge de la santé mentale, le distanciel est extrêmement intéressant. Et puis, il y a cette partie qu'on ne voit pas, c'est la téléconsultation hors parcours, c'est celle qui n'est pas remboursée ou qui est prise en charge par les mutuelles. Et puis, on a des avenants qui arrivent. On a eu l'avenant 9 cet été qui devrait passer en décret pour une activation début 2022. C'est pour la prise en charge dans les déserts médicaux, avec la téléconsultation. Donc là, on voit bien que la télésanté, elle s'installe, mais elle pose un certain nombre de questions, à la fois dans l'organisation des pratiques, dans la captation des données, la place des IoT chez le patient pour pouvoir factualiser la donnée de santé, et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de questions. Donc, la santé numérique accélère, enfin, je dirais, ou encore, parce que ça fait 10 ans qu'elle accélère. Moi, j'étais là il y a 10 ans, tout le potentiel de la santé numérique, il était déjà là. Il y avait Daniel Kraft à Silicon Valley, il disait la santé numérique est déjà présente, elle n'est pas distribuée. Et on en est toujours là. C'est globalement, les bonnes startups, les bonnes idées sont toujours là. Il y en a des nouvelles. C'est vrai que ça va un petit peu plus haut. Mais globalement, encore une fois, au niveau des usages, ça reste très compliqué. Pourtant, il y a des investissements massifs
Alors, au niveau mondial, vous regardez les rapports de Startup Health, on est quasiment à 100 milliards de dollars investis depuis 10 ans. On a eu 20 milliards sur les 6 premiers mois de l'année, 20 milliards l'année dernière. On voit que c'est en augmentation constante. En France, on va avoir le PIA 4, le plan d'investissement d'avenir, 20 milliards dont une bonne partie est consacrée au secteur de la santé. On a le Ségur avec 2 milliards, on a le CSIS avec 600 millions. Donc là, on a vraiment une pluie d'argent qui arrive pour pouvoir investir sur la digitalisation de la santé. Donc il y a une vraie accélération là-dedans, mais encore une fois, s'il n'y a pas les usages au bout, c'est la bulle, c'est le mur qui est assuré. La crise sanitaire, bien sûr, elle a été un accélérateur des usages, parfois au détriment d'autres pathologies, d'autres patients. On le sait, il va falloir faire le bilan à un moment donné de ce que ça a coûté en millions d'années de vie perdues dans des pathologies comme le cancer, dans d'autres pathologies, avec la déprogrammation d'opérations, la déprogrammation d'hospitalisation. Donc là, il y a une vraie question par rapport à ça. C'était une médecine de guerre. Ce n'est pas une médecine d'usage ancrée dans la pratique, ancrée dans l'organisation. On a répondu aux besoins le plus urgent. Mais pour l'instant, il n'y a quand même toujours pas grand-chose qui s'inscrit dans le temps, même si ça nous a permis de démontrer que le télésuivi, la télésurveillance, ça a beaucoup de potentiel et qu'on peut faire beaucoup de choses avec, mais dans la pratique, on a encore des problèmes de financement et d'organisation. Donc il faut vraiment qu'on arrive à inscrire les quelques enseignements qu'on a eus de cette crise sanitaire dans la durée, à l'inscrire aussi dans un accès plus large dans d'autres pathologies, et ça va être tout l'enjeu des mois à venir, et surtout qu'en France, ma conclusion de tout à l'heure, ce sera de dire on a tout pour réussir, on a tout. Avec Ma Santé 2022, on a mis à plat un certain nombre de choses, on a rendu possible la santé numérique. Maintenant, il va falloir réellement la mettre en place. Déjà, il va falloir arrêter avec les pilotes. Je le dis souvent dans les conférences, si on veut des pilotes, on va chez Air France. Il faut arrêter de faire des petites choses qui sont souvent pas dimensionnées, qui n'arrivent pas à tirer les conclusions dont on a besoin. Il faut aller plus loin, notamment sur le télésuivi, la télésurveillance, inscrire ça dans des financements plus pérennes de droit commun, et ça sera extrêmement important. Il faut gagner sur tout ce qui est validation, certification. On voit des exemples européens comme le DIGA en Allemagne, qui permet de clarifier comment on va pouvoir prendre en charge tout ce qui est application, dispositifs médicaux, pour donner de la visibilité aux professionnels de santé pour qu'ils puissent prescrire, recommander ces applications et ces solutions de santé. On a en France une première application qui a été remboursée l'année dernière, MoveCare. Après, en nombre de patients utilisateurs aujourd'hui, c'est quand même très très limité, et on voit que ça pose encore pas mal de questions sur les usages par rapport à ce type de solution. Il va falloir surtout penser et agir différemment. C'est-à-dire que je vous parlais de la télésanté tout à l'heure. On voit bien dans la pratique, avec la diminution à la fin de ces confinements et de ces périodes difficiles et le retour à 4% ou 5% de téléconsultation, on voit bien que les médecins, les hôpitaux n'ont pas encore réfléchi de comment intégrer la téléconsultation dans le parcours de soins du patient. Est-ce qu'il y a des moments qu'on doit avoir en physique au cabinet? Est-ce qu'il y a des moments qu'on doit avoir en distanciel? Est-ce que pour un renouvellement d'ordonnance, j'ai besoin d'aller voir mon médecin? C'est toute une question qu'il faut se poser sur de nouvelles pratiques qui intègrent ces outils numériques et ces solutions qui sont disponibles aujourd'hui. Trouver les nouveaux modèles de financement, c'est une évidence. Aujourd'hui, il y a un vrai problème économique à l'accès à ces solutions numériques. Les gens qui travaillent sur le télésuivi ou la télésurveillance vous le diront. Aujourd'hui, tous les financements qui sont disponibles, qui sont des financements non pérennes, il faut faire rentrer ça dans le droit commun. Il faut passer un cap au-dessus pour pouvoir généraliser ces usages. Et ça va être le cas aussi dans les applications, dans les objets connectés. Et là, on a des exemples dans d'autres pays aussi de typologie de prise en charge. Et c'est vrai qu'il y a des échanges à faire peut-être sur d'autres modèles. Et je parlais du DIGA. Hier, la DNS était présent à la réunion de France Digital. David Senati disait, mais on regarde beaucoup le DIGA, ça peut être une source d'inspiration justement sur la prise en charge de ce type de solution. Simplifier les réglementations, ça on l'a vu, c'est ce qui a explosé tout de suite au niveau de l'utilisation de la télésanté pendant le Covid. On est passé au téléphone, il a fallu lever un certain nombre de barrières. Donc là, bien réfléchir comment ces règles et ces réglementations peuvent permettre le développement des usages.
Former, 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 ça c'est essentiel et on le voit bien que tous les plans qui sont mis en place intègrent ce levier de formation auprès des professionnels de santé, des soignants, des patients, pour pouvoir justement sensibiliser, développer les compétences numériques par rapport à ces outils. Et puis, bien sûr, construire la confiance, que ce soit la confiance avec les professionnels de santé, qui puissent recommander et utiliser ces applications, ces solutions, la confiance avec les patients, donc là aussi, donner la visibilité sur les outils qu'on va leur proposer, tous ceux qui vont arriver comme l'espace numérique de santé, et effectivement, ça, c'est quelque chose qui se développe très fortement. Et puis après, pour le développement des usages, il faudra réfléchir à la pratique. Est-ce que c'est la carotte, le bâton? Parce que finalement, la contrainte peut être aussi quelque chose d'intéressant par rapport aux professionnels de santé pour pouvoir les faire utiliser ces outils-là. Juste pour parler du virage numérique, il faut se rappeler qu'en termes techniques, c'est quand on sort d'un virage qu'il faut accélérer. Et donc, je pense qu'on a tout qui a été mis en place aujourd'hui avec Ma Santé 2022. On est prêt. 2022, ça doit être l'année de développement des usages de l'e-santé. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, on peut applaudir. Merci Lionel.